Compose, épisode 42. Les premiers concerts, c'était très stressant. Et puis, avec le temps, en fait, j'ai tellement joué. C'est devenu une sorte de drogue. Pour moi, la musique, c'est la meilleure des drogues. Parce que voilà, il y a pas de vice. Bon, le seul vice, c'est que ça coûte très très cher. Oui. Parce qu'on finit par acheter plein d'instruments et plein de matériel de studio. Mais oui, au début, t'es un peu tétanisé. Mais j'ai tellement joué que petit à petit, je me suis senti de plus en plus confiant. Et donc, je savais ce que je faisais. Je savais que si j'étais pas à côté, sans aucune prétention, c'est juste qu'à partir du moment où voilà, tu joues de la musique 6 heures par jour, il y a un moment où tu commences à être bon. Et donc, à partir de ce moment-là, je me sentais plus confiant. Et ça me faisait un bien fou, en fait, de pouvoir partager ce monde où moi je m'évade complètement. Je me sens vivant à 300% en jouant à la musique et faire en sorte que les gens, en fait, puissent percevoir une petite partie de ce côté magique, quoi. Donc c'était très très plaisant. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Corallien, auteur, compositeur, interprète. Ensemble, on a parlé de sa famille musicienne, des émotions que la musique permet de transmettre, de ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a chanté en public, de sa rencontre avec son manager, de son premier album, des réseaux sociaux, de la vidéo, de son côté touche-à-tout et autodidacte, de son goût, des choses simples. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Corallien d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir. Tu es donc auteur, compositeur, interprète, musicien. Je voudrais en fait déjà savoir, on va revenir au tout début, comment est né ton intérêt pour la musique ? Il est né vraiment de manière tout à fait naturelle parce que j'avais un père qui jouait du piano, qui composait aussi, et donc il y avait un piano à la maison. Et du coup, dès mon plus jeune âge, j'ai vraiment expérimenté de manière complètement autodidacte avec ce piano qui trônait à la maison. Et ça m'a permis d'avoir cette découverte la plus logique en fait au niveau instrumental, parce que j'écoutais des morceaux à la radio, j'essayais de reproduire ce que j'aimais bien. Et disons que mon père a eu cette sagesse de jamais me forcer à prendre des cours ou dire tu vas faire du solfège ou autre. Il a laissé les choses se faire, et donc j'ai vraiment développé mon propre intérêt. Et puis vers 8 ans, un peu plus tard, j'ai complètement arrêté le piano, je sais pas pourquoi. Peut-être que je tournais un petit peu en rond parce que justement j'avais pas ce côté didactique au niveau des cours. Et j'ai replongé dans la musique vers l'âge de 14 ans, même un peu avant, de 13 ans, où là, on avait enfin un ordinateur, et donc ça permettait de regarder des vidéos YouTube et d'essayer de reproduire. Et donc, comme tout pianiste débutant, j'ai voulu faire du Ian Tiersen, la musique de film et tous ces morceaux qu'on entend dans les gares quand il y a un piano. Et donc là, j'ai vraiment accroché à ce côté justement instrumental de la musique. Et à 15 ans, mes parents ont eu la très bonne idée de m'offrir une guitare. Et donc ça, c'était le meilleur cadeau d'anniversaire de ma vie, parce que j'ai commencé à chanter. J'ai appris la guitare en même temps. Et voilà, c'était vraiment le souffle de vie pour la voix, parce que je chantais déjà beaucoup avant, parce que voilà, grande famille de 6 enfants en plus, tout le monde chante dans le coin. Il y en a un qui commence un morceau en bas, l'autre qui continue en haut. Donc tout le monde chantait, et moi c'était ce qui manquait, c'était cette guitare pour accompagner cette voix. Et donc voilà, j'ai commencé à jouer de plus en plus. Un peu plus tard, j'ai commencé à composer. J'ai pas calculé tout ça, tout s'est fait tout seul, quoi. Et donc ouais, tu viens vraiment d'une famille de musiciens. Tes parents aussi sont dans la musique ? Mon père donc est dans la musique. Il a composé des morceaux, d'abord plus de la variété francophone. Il a fait des concours aussi à l'époque. Et puis lui, puisqu'il est aussi professeur donc dans l'enseignement secondaire, enfin spécialisé, il a ce côté didactique, et il voulait en fait unifier l'apprentissage des maths, du français avec la musique, donc unifier un peu ces deux passions. Et donc il a sorti un CD sur les tables de multiplication en chantant, donc pour retenir les tables en chantant, et aussi un sur la grammaire avec toutes les règles difficiles à retenir, quoi, le A avec accent, sans accent, et R et compagnie. Trop gai. Ouais, donc tu as directement été baigné dans tout ça, et pareil pour tes frères et sœurs, quoi. Oui, tout à fait. On a même chanté en fait sur son CD des tables et de la grammaire. Donc c'était mes premiers pas en studio, c'était pour chanter ça. Et c'était une belle expérience, parce que du coup ça avait ce côté justement très très familial. Et plus jeune, comment tu te sentais justement quand tu utilisais, quand tu jouais de la musique, quand tu chantais aussi, qu'est-ce que tu ressentais ? Je pense que ça n'a jamais changé. C'était vraiment ce côté émotionnel. Moi, j'associe la musique aux émotions.
Et donc justement, il y a des mélodies qui vont plus me rendre joyeux, d'autres tristes. Et la musique, elle a toujours accompagné ma vie à ce niveau-là. Et donc je pense que pour chaque sentiment, il y a une musique qui correspond. J'ai déjà pensé à ce concept un peu, justement, un peu musicothérapie, la pharmacie de la musique, où vous avez une émotion, alors on va vous donner un morceau pour accentuer ou comprendre mieux cette émotion. Et du coup, moi j'étais vraiment penché là-dessus. Et c'est pour ça que je me posais pas trop de questions, c'est juste je sentais que ça me faisait du bien, que ça me nourrissait quelque part. Et c'était mon petit cocon à moi, quoi. Et à quel moment tu te dis que tu peux en faire quelque chose de professionnel ? Ça a mis du temps. Au début, c'était une sorte de rêve d'enfant. Et puis, il y a eu mes premières scènes. Ouais. Et donc là, à la base, je faisais beaucoup de reprises. J'adorais Calogero et compagnie. Donc, je chantais ça à la guitare. Et ça m'amusait bien. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire un peu plus de scènes, à faire des concerts, à faire des mariages, et que les gens étaient touchés, qu'ils aimaient beaucoup, qu'ils avaient envie d'entendre en fait ma voix sur un support audio, un CD et autres, que je me suis dit tiens, là il y aurait peut-être moyen de creuser et d'avancer. Mais voilà, quand on est ado, il y a le côté financier, on n'est pas encore non plus tout à fait construit musicalement, donc ça a mis beaucoup de temps en fait avant de percevoir les compos que j'ai sortis aujourd'hui. Il y en a qui sont vraiment là depuis très longtemps, quoi. M, c'est un morceau que j'ai composé en 2014 et il est sorti seulement en 2021, quoi. Donc c'est un process qui prend énormément de temps, mais finalement je pense que c'était le bon choix, parce que quand je sors ces morceaux maintenant, j'en suis 100% fier. Et du coup il n'y aura pas ce truc dans 10 ans je me dirais ah zut, j'aurais pu faire ça autrement, quoi. Justement dû à ce temps qui s'est écoulé, ils ont maturé de la bonne manière, quoi. Et justement, tu parlais des premières scènes, des mariages, etc. Comment tu l'as vécu, ce moment où t'as présenté ta voix, tes musiques aux gens ? Est-ce que tu te sentais un peu stressé comme ça de, entre guillemets, sortir de ta chambre et montrer cette voix ? Au début, oui. Les premiers concerts, c'était très stressant. Et puis avec le temps, en fait, j'ai tellement joué. C'est devenu une sorte de drogue. Pour moi, la musique, c'est la meilleure des drogues. Parce que voilà, il n'y a pas de vice. Bon, le seul vice, c'est que ça coûte très très cher. Parce qu'on finit par acheter plein d'instruments et plein de matériel de studio. Mais oui, au début, t'es un peu tétanisé. Mais j'ai tellement joué que petit à petit, je me suis senti de plus en plus confiant. Et donc, je savais ce que je faisais. Je savais que si j'étais pas à côté... sans aucune prétention, c'est juste qu'à partir du moment où voilà, tu joues la musique 6 heures par jour, il y a un moment où tu commences à être bon. Et donc à partir de ce moment-là, je me sentais plus confiant. Et ça me faisait un bien fou en fait de pouvoir partager ce monde où moi je m'évade complètement, je me sens vivant à 300% en jouant la musique, et faire en sorte que les gens en fait puissent percevoir une petite partie de ce côté magique, quoi. Donc c'était très très plaisant, hein. Tu considères que ça t'a aussi un peu formé, du coup, toutes ces scènes ? Oui, mais ce qui m'a le plus formé, c'était d'abord ce côté autodidacte, dû au fait que voilà, on m'a jamais poussé à faire des cours, j'ai suivi des cours par la suite, et donc ça c'était une très bonne école. Mais oui, les premières scènes, ça permet de faire des essais-erreurs, de voir ce qui fonctionne mieux, de ressentir vraiment en direct comment les gens réagissent, même aux premières compositions. Et donc c'est une très bonne école, la scène ou la rue. J'ai déjà joué un petit peu dans la rue aussi, et c'est là qu'on voit exactement quel morceau est une pépite ou non, et qu'est-ce qui peut justement encore plus captiver l'attention des gens enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi des fois si je vais dans une jam, je vais jouer un morceau un peu difficile, un peu show-off, quoi, pour ensuite après montrer une composition pour que les gens écoutent mieux. Et souvent ça fonctionne bien en fait, parce que si tu fais l'inverse, les gens vont pas écouter ta compo, ils vont dire, c'est bon, ou voilà, ils vont écouter de demi-oreille, mais les jams, des fois, c'est pas nécessairement le meilleur public. Et donc, ça m'a permis aussi de développer un peu des tips en me disant, ah ouais, là, je vais aller chercher ce morceau-là pour construire un set un peu plus homogène, et que vraiment, ça ait du sens au niveau de la lecture musicale. Tu parlais de M, sorti en 2021. Quel a été ton déclic, en fait ? Comment t'as ressenti que c'était le moment pour sortir un premier single ? En fait, je travaillais sur des morceaux. Ça a été tout un long process, parce qu'il y a eu la rencontre avec Boris Engels, qui est mon manager, et donc en fait je lui ai fait écouter des morceaux. À la base, j'avais des morceaux aussi en anglais, donc je voulais sortir une sorte d'EP un peu hybride avec 2 morceaux en français, donc c'était Métronome et M, et 2 morceaux en anglais.
qui sont pas sortis, mais que j'espère sortir un jour. Et donc ça faisait un petit bout de temps que je travaillais là-dessus. Et je lui ai fait écouter les 4 morceaux. Et lui a vraiment tilté sur les morceaux en français. Il a dit, tiens, il y a vraiment une place pour ce type de musique en radio, sur la scène belge et francophone en fait. Et donc il m'a dit, tiens, est-ce que tu sais m'envoyer ça sur SoundCloud et je vais partager un peu à mon entourage et voir comment ils réagissent à ces démos évidemment qui étaient passées en studio, donc c'était déjà pro. Et en fait il a partagé ça à Manu G Major et il a directement dit tiens j'aime beaucoup, il y a quelque chose à faire, il faut pas qu'il sorte ça tout seul quoi, sinon ça va faire un flop, il faut qu'il soit encadré. Mais il a dit voilà, je suis chaud d'éditer le projet, donc avant de sortir ce premier single, j'ai toute une équipe qui s'est formée autour, et donc moi, c'était ce rêve de gosse qui prenait vie, quoi. Et donc, d'un coup, ça m'a donné un coup de boost énorme. J'ai ressorti toutes les vieilles maquettes que j'avais, parce que directement, on voulait partir d'abord sur un projet d'EP. Et donc, j'ai vraiment mis au point tout ce que j'avais. On a sélectionné, on est retourné en studio après pour que je finisse tout ça. Et vraiment, c'était une très, très belle période. Parce que d'un coup... mes rêves commençaient à prendre des ailes, quoi. J'avais enfin une équipe, j'avais un manager de feu, un éditeur, et waouh. Et donc quand ce premier single est sorti en mai, c'était vraiment une chance inouïe, surtout parce qu'il est passé aussi pas mal en radio. Et donc j'ai eu un coup de bol énorme en fait que le premier single passe en radio, et ça m'a mis en confiance. Je me suis dit effectivement il y a une carte à jouer, parce que voilà, des fois aussi on se dit c'est pas fait pour moi, ou voilà il y a tellement d'autres gens talentueux que j'y arriverai pas nécessairement, mais c'était assez confortant d'arriver à ce point-là. Ça doit te booster en plus de voir que ces deux professionnels de la musique te disent que c'est qualitatif, et puis de voir qu'il y a un retour aussi en radio. J'imagine que tout ça combiné, ça doit vraiment te donner confiance pour la suite, comme tu le disais, quoi. Ah oui, c'est sûr, ça m'a donné un coup de boost énorme, et c'est pour ça en fait que j'étais aussi prolifique dans cette période-là, parce que à la base on comptait faire un EP, donc je crois que avant la sortie... L'EP était quasi fini en fait déjà en février, donc ça a été très vite. Et puis du coup je suis retourné en studio, j'ai continué, et en août j'avais quasi un album, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a switché, on s'est dit en fait il y a tellement de morceaux que ça aura plus d'impact aussi un album, et en même temps il y a ce truc un peu frustrant de l'EP où tu vas jouer en concert, tu fais un concert mais les gens connaissent que 5 morceaux, et tout le reste ils connaissent pas. Donc moi je me disais autant faire les choses à 100% et sortir tous ces morceaux que je traînais depuis longtemps. Je vais pas dire des vieilles casseroles, mais c'est un peu oui, il y a des morceaux qui sont un peu plus vieux mais que j'ai remis au goût du jour avec les prods, donc ça restait très nouveau pour moi. Et donc voilà, ça a été une sorte de déclic assez positif. Quand tu voyais tous les textes comme ça, tu te disais quoi? Tu te disais que il n'y avait rien à changer, ou que quand même ça se sentait que tu étais plus jeune à ce moment-là? En vérité, j'ai tellement maturé ces textes en étant petit qu'il n'y a qu'un seul morceau, la première composition que j'ai créée, qui est sur l'album Fleurs meurtrières. Ça, j'ai changé vraiment quelques ritournelles, quelques rimes, mais sinon tout le reste, j'ai laissé tel quel, parce que j'étais satisfait de ce que j'avais fait. J'avais ce processus d'écriture assez lent et assez long, et du coup j'écrivais un texte de base, puis je revenais dessus, et 3 mois plus tard j'allais encore changer quelque chose, jusqu'à enfin avoir ce morceau au final où je me disais ah là c'est bon, il est fixé, quoi. Même chose avec M, j'ai rien changé du tout, il était là comme ça, je chantais déjà en acoustique à la base. Et je pense que c'était un peu une de mes forces à l'époque aussi, c'est que j'avais déjà des morceaux finis en guitare-voix qui tenaient la route, et puis après il manquait juste la prod pour venir vraiment ficeler et avoir quelque chose justement qui peut passer en radio. Mais j'ai toujours eu ce rapport très intime aux morceaux acoustiques, là où il y a beaucoup de gens maintenant qui vont directement passer à l'ordi et avoir la prod et mettre plein de trucs, mais moi c'est vraiment mon mode de fonctionnement, c'est avoir ce squelette acoustique, guitare-voix. J'adore les MTV Unplugged de Clapton ou Nirvana, je trouve que ça a un côté très majestueux, et donc voilà, j'aime bien continuer encore maintenant à ce niveau-là, vraiment une maquette en guitare-voix, en piano-voix, une fois qu'elle est assez aboutie, pouf, là on passe à la suite, quoi. Et tu t'aurais imaginé, si t'étais pas passé par Boris, par Manu, t'aurais imaginé sortir ça tout seul? Ou tu voulais vraiment que ce soit déjà cadré, professionnel? C'était une sorte de rêve justement qu'il y ait un encadrement, parce que ça prend un temps monstre de faire sa promo tout seul et de gérer tout de A à Z. Mais oui, je pensais le sortir en solo, mais le fait que Boris a accroché,
ça m'a vraiment fait pousser des ailes, quoi. Et je me suis dit, ben, waouh, là enfin je serai pas tout seul, je vais pas faire d'erreurs, et je serai beaucoup plus confiant aussi, quoi. Parce que voilà, il y a tellement de mystères en soi dans la musique. Quand tu débutes, finalement, toi, à la base, t'es un musicien, quoi, un chanteur, un auteur-compositeur, et c'est les seules cartes que t'as, et donc tu dois ensuite passer par deux étapes. Mais le fait d'avoir un manager, en plus pas n'importe quel manager, moi j'ai adoré Konoba, Raphaël, que j'avais déjà rencontré plusieurs fois avant, et donc je savais que Boris c'était un gars compétent, quoi. Ouais. Du coup, il y a tout ce process jusqu'à l'album. Comment ça se passe en fait? Comment vous avez travaillé? Comment tu as du coup conçu cet album? Quel est son fil rouge? Qu'est-ce que tu as voulu raconter? Mais du coup, ça fait plusieurs questions. Oui, pardon. Le processus a été vraiment d'abord la construction à la base de cette EP. Puis ça a été tellement vite qu'il y a d'autres morceaux qui sont arrivés. Donc on a vraiment développé une stratégie de sortir plusieurs singles avant de développer l'album. Donc je crois qu'il y avait quand même pas mal de gens qui attendaient justement ce produit fini d'album. Et le processus, en fait, c'était... Il s'est fait... Le fil rouge, en fait, était déjà créé, entre guillemets, parce que il y a beaucoup de morceaux qui étaient anciens, il y en a eu des nouveaux aussi, mais c'est un album très très personnel, quelque part autobiographique, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui parlaient justement de ce côté émotionnel dont je parlais au début. Pour moi, la musique, c'est des émotions. Et donc, il y a beaucoup de morceaux qui parlent de moi ou de mon vécu. Il y a des relations d'amour, des relations amicales, des questionnements sur la société, Freedom aussi, là où c'est un peu plus récent, où vraiment c'était ce trop-plein du confinement. Et donc c'est un peu une sorte de volet sur l'expérience vitale de Corallien, de ses 14 à 25, 26 ans, quoi. Et donc... Le fil rouge est peut-être moins clair qu'un album à la Pink Floyd ou t'as The Dark Side of the Moon, mais je le trouve assez fluide dans l'écoute, et puisque c'est tout le temps ma voix, c'est du 100% corallien parce que c'est moi qui ai tout fait, je le trouve assez logique et cohérent. Et justement c'est plusieurs épisodes avec des prods aussi qui vont pas toujours être les mêmes, mais varier vraiment, des fois un peu plus disco, des fois un peu plus low tempo, et donc il s'écoute assez facilement, je trouve, et je suis vraiment fier en fait de cet album, parce que c'était un boulot monstre. On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, mais surtout, comme je disais, j'ai tout fait de A à Z, et donc il y a eu tout le travail de post-prod chez moi, enfin la composition, puis la production musicale. J'ai enregistré toutes mes voix entre des matelas pour avoir un son propre. Je suis vraiment un gars qui va s'arranger pour faire le truc le moins cher possible, mais que ce soit pro. Et du coup, c'est ça qui est marrant, c'est toutes les voix ont vraiment été enregistrées. J'ai fait des murs de matelas autour de moi pour vraiment qu'il n'y ait aucune résonance, que ce soit le plus dry possible. Et puis après, j'exportais toutes mes pistes, j'allais en studio, et Nico Davel, avec qui je travaille pour mixer, masteriser, et qui vient aussi souvent apporter une petite touche en plus, disait que ça sonnait très bien, et que voilà. Donc pour tous ceux qui écoutent ce podcast, qui veulent se lancer dans la musique, vous avez besoin d'un bon micro, une carte son, un ordi et des matelas. Excellent. Et comment, tu le disais, en fait, ce côté autodidacte, tu l'as depuis toujours. Ça a été pareil pour la guitare et tout. Tu as toujours cette envie d'apprendre par toi-même et de savoir gérer. Oui, et pas seulement au niveau musical, mais je suis très très curieux. Et donc justement, la prod, pour moi, c'était un peu un truc mystérieux. Et en fait, j'ai eu une sorte de déclic quand justement j'ai été en studio pour produire les morceaux, parce qu'à la base je voulais sortir ce fameux EP en hybride français-anglais, et j'ai vu Nico Davel à l'œuvre, et en fait je me suis dit, mais lui est très bon musicien, il est exceptionnel, et évidemment exceptionnel en mastering, et mix, et même voilà, il fait des prods de dingue. Et donc je l'ai vu à l'œuvre, je me suis dit, mais en fait je suis musicien aussi, ce qui me manque c'est juste ce côté un peu geek sur l'ordi, et comprendre. Et donc là, je me suis vraiment dit qu'il y avait une carte à jouer, et j'ai commencé à produire beaucoup plus, et à me mettre derrière l'ordi, à regarder énormément de tutos, et me remettre en question, parce que ça m'intéressait, et j'avais envie justement d'aller le plus loin possible dans la maîtrise artistique des morceaux. C'est très très agréable de dire, tiens, là j'ai un morceau, là j'ai des nouvelles maquettes, parce que je travaille sur la suite, elle commence à sonner de mieux en mieux, et pour le moment c'est juste moi, quoi. Et donc
c'est agréable de sortir un fichier Wave stéréo que tu peux écouter dans ta voiture et tu as tout fait de A à Z, de la basse à la batterie, aux voix, aux harmonies, au mix, au master aussi, voilà, avec mes humbles connaissances là-dedans. Mais voilà, c'est écoutable. Tu fais écouter ça à un pro, il va pas dire c'est immonde. Alors oui, il y a toujours mieux parce que c'est pas mon métier encore d'être un ingé son. Mais c'est agréable de se dire que à force de s'obstiner, de refaire ça 1000 fois, on finit par devenir plus ou moins bon, quoi. Mais j'ai ça avec tout. Je suis très curieux aussi du bricolage. Quand j'étais petit, mon premier téléphone, je l'ai acheté cassé. J'ai regardé des vidéos pour changer l'écran. Voilà, c'est juste un peu une philosophie de vie où j'aime pas juste me dire, voilà, j'ai appris ça, j'ai étudié ça, c'est suffisant, je suis juste musicien. Et donc j'aime bien m'ouvrir à plein de domaines. J'adore bricoler, l'électricité, le bricolage. Après, bon, je dois faire un peu attention à mes doigts parce que ça reste mon outil de travail, donc je suis très très prudent. Mais encore là récemment, j'ai commencé à apprendre la basse. Là, j'ai acheté une batterie il y a 3 semaines. J'ai envie dans ce domaine de tout connaître, pas tout, mais de m'élargir un maximum. Et je me dis justement, si j'apprends à jouer de la batterie vraiment en live, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus logique en fait, plutôt que de taper sur des pads devant l'ordi. Et donc ça va sûrement amener une dimension un peu plus réelle aussi au niveau de la suite. Et j'avais justement envie de pouvoir maîtriser un peu tous ces instruments. Après, c'est pas un truc nouveau, hein. Déjà, Paul McCartney, les membres des Beatles, ils jouaient tous de chaque instrument. D'ailleurs, il y avait une interview comme ça qui m'avait bien fait rire des Beatles, où il demandait à Paul McCartney, tiens, vous pensez que Ringo c'est le meilleur batteur du monde? Et il a répondu, c'est déjà pas le meilleur batteur des Beatles. Et oui, pour vous dire à quel point ils étaient tous multi-instrumentistes et que ça faisait partie de l'ADN de ces groupes-là, quoi. Ils touchaient à tout. Et voilà, j'adore ce côté-là. Enfin, je me suis peut-être un peu perdu dans la question. Non. Mais du coup, ça te permet aussi d'avoir une meilleure conscience et connaissance de tous les aspects de ton projet, quoi, de scène, de savoir tout maîtriser, quoi. Tout à fait. Et en fait, j'aimerais bien, pour le moment, on n'est que 2 sur scène, mais j'aimerais bien orienter le projet avec un batteur en plus et grossir un peu l'équipe au niveau du monde qu'il y a sur scène. Et justement, c'est chouette parce que quand il y a un groupe comme ça, tu connais aussi les limites techniques de l'instrument et tu peux mieux comprendre l'autre. Et donc ça permet d'avoir une plus belle synergie au sein d'un groupe. Et puis même en fait en jam, simplement c'est génial, quoi. Moi j'adore les jam sessions, j'en organise ici à Louvain-la-Neuve au Butcher. Et du coup, ça me permet en jam aussi d'une fois passer à la basse ou à la guitare ou au chant. Maintenant, petit à petit, la batterie, je vais essayer un peu. Et c'est super amusant, quoi. Les jams, c'est quand même un concept merveilleux. Tu peux mettre des gens qui se connaissent pas du tout, tu les mets devant des instruments, ils vont faire des trucs de dingue et ils parlent pas, ils se regardent juste, ils s'écoutent et il y a des moments qui sont de l'ordre du divin, quoi. Et moi, j'adore ce truc-là aussi. Je trouve que c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, au niveau des bonnes écoles, la scène et tout, la jam pour les musiciens, c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment la meilleure des écoles pour moi. J'ai appris tellement là-dedans, j'ai appris à improviser, j'ai appris à écouter les autres. Parce que finalement, c'est faire une prod en direct, quoi. D'un coup, chacun doit écouter pour laisser la place au solo de l'autre. Et voilà, ça a ce côté magique où on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, quoi, mais ça fonctionne bien. Et ce côté touche-à-tout, tu l'as aussi dans la vidéo, parce que tu as vachement développé les réseaux sociaux de Corallien et justement tu montes tes vidéos, donc ça c'est aussi un aspect que tu connaissais pas et que tu as appris vraiment pour pouvoir développer ce projet musical. J'avais déjà fait des vidéos, mais toutes bêtes, quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, où je mettais justement des covers, Calogero et tout quand j'étais petit. Mais bon, c'était juste ajouter un titre au début, il n'y avait rien derrière. Donc voilà, j'avais juste mettre mon son, mon image à exporter, c'était un bon début. Mais j'ai dû effectivement, dans l'idée de promouvoir la musique, apprendre tout ce côté vidéo. Et justement, j'étais très curieux aussi. Et je trouve ça intéressant même maintenant de rencontrer d'autres gens qui sont dans le domaine de la vidéo ou autre, et de pas être perdu en fait. Ils te parlent de quelque chose et tu sais de quoi ils parlent, et voilà, même si je suis pas ultra calé, j'arrive à faire un montage correct. J'ai fait tout le montage du clip de Freedom, donc ça c'était quand même un sacré challenge. Et effectivement, enfin c'est un monde assez complémentaire, et ça me viendrait pas l'idée de payer quelqu'un pour faire ça, alors que voilà, en regardant des centaines de tutos, tu finis par être bon. Mais je pense que
c'est vraiment une question de temps, en fait. Si tu as du temps à consacrer et que tu as l'envie d'apprendre, bah, ça peut aller assez vite. Et il y a un peu ce côté... j'applique vraiment ça à la musique, mais au niveau de la musique, c'est un peu comme les langues. Tu vas apprendre une langue, la première c'est difficile, notre langue natale, ça reste un peu normal, mais par exemple moi j'ai appris l'anglais, après c'était difficile, mais après maintenant je sais que si j'apprends une autre langue ça va être beaucoup plus facile parce que j'ai déjà les codes et je sais comment je fonctionne. Mais c'est la même chose avec les instruments. J'ai commencé par le piano et puis j'ai pu transposer les connaissances du piano à la guitare et puis j'ai appris le saxophone, la basse, l'harmonica, et donc tu as cette logique, évidemment, la connaissance aussi du solfège et tout qui te permet d'avancer plus vite. Mais il y a ce côté très implicite où, voilà, justement, là, j'ai été en jam il y a 2 semaines, il y avait une contrebasse, j'ai essayé la contrebasse, ça m'a fait super mal aux doigts, mais j'ai réussi à retrouver les notes, petit à petit me dire, ah ok, là, donc il y a la justesse qui est difficile, et tu réunis tous ces codes que tu as appris à la musique, tu essaies de les transposer sur l'instrument, et pouf, ça fonctionne. Mais du coup, même chose avec la vidéo, en fait. Voilà, tu vas apprendre à faire ça, apprendre à faire du multicam, apprendre à mettre des sous-titres cool, et puis tu vas échanger avec d'autres gens, et d'un coup, tu deviens pas exceptionnellement bon, mais assez pour que ce soit qualitatif et que les gens rigolent pas en disant « Ah, c'est nul, quoi ». Et pourquoi tu as voulu ajouter vraiment cet aspect vidéo ? C'est vraiment dans l'idée de fonctionner sur les réseaux sociaux et créer un intérêt en fait autour de ton projet ? En fait, on en a discuté avec Boris en lançant le projet, et c'est lui qui m'a vraiment fait prendre conscience. Enfin, j'en avais déjà conscience parce que au moment du confinement, je me suis dit tiens, c'est important maintenant d'avoir une place sur les réseaux, même si c'est un truc que je n'aimais pas vraiment. Et à un moment, justement, j'ai composé un morceau dessus qui est pas encore sorti en anglais, qui s'appelait Play the Game. You gotta play the game, quoi. Donc tu dois vraiment, tu dois jouer le jeu à un moment. Et donc j'ai vraiment pris ça comme un jeu. Je me suis dit ben voilà. On va essayer quand même de le faire parce que tout le monde le fait. J'ai vu le côté positif que ça peut avoir durant le confinement. J'ai pu quand même continuer à m'exprimer. Donc c'était une sorte de tableau scénique puisqu'il n'y avait plus de scène. Je me suis dit, les réseaux sociaux, ça va être ma scène. C'est clair. Et donc on en a discuté avec mon manager Boris et lui a dit que c'était vraiment important en fait dans un style de variété francophone parce que voilà, c'est presque, et c'est dommage, mais c'est presque aussi important que la musique en fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc je me suis un peu joué au jeu, j'ai bossé là-dessus. Au début, j'ai fait beaucoup de storytelling, mais ça me correspondait pas vraiment, ça prenait beaucoup de temps et je me reconnaissais pas à 100%. J'en fais encore de temps en temps, mais plus vraiment alors quand j'ai une idée et quelque chose d'assez naturel. Mais j'ai vite détourné ça en musique, quoi, pour me raccrocher justement à ce côté corallien, multi-instrumentiste qui aime bien toucher à tout. Et je voulais garder ce côté... voilà, j'ai envie que les gens s'attachent au côté musical plutôt qu'au côté influenceur, quoi. Parce que finalement, oui, je deviens un influenceur, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur, voilà, moi je vais vous faire découvrir ce que c'est la musique, comment moi je la ressens et comment je la construis. Mais voilà, ça reste, TikTok et compagnie, ça reste des plateformes jeunes, et donc il y a beaucoup de public jeune dessus. Et donc voilà, il faut un peu trouver... des fois faire des compromis pour quand même rester sur un truc super attractif, efficace, parce qu'il y a plein de codes sur ces plateformes, au fur et à mesure on les apprend. Mais voilà, j'ai joué le jeu, et maintenant ça fait partie d'un package. Je me suis fait, ok Corallien, si tu veux être musicien professionnel, si tu veux être auteur, compositeur, interprète, et te faire une place dans ce monde, ce business de la musique, parce que c'est un réel business, tu dois tout accepter, quoi. Même si moi c'est l'aspect musical, création, la scène qui me font vibrer de dingue, je me sens complètement à ma place là-dessus. Je me suis dit, à partir du moment où tu acceptes ça, il y a l'autre part du gâteau où tu dois jouer le jeu des réseaux. Et donc je me suis dit, autant le faire à 100%. Et voilà, je pense que j'ai bien eu raison, parce que ça a vraiment porté ses fruits suite à ça. Donc on est vraiment content de tout ce qui a été fait. Boris m'a toujours soutenu à ce niveau-là, et il a un beau regard aussi, et puis lui maintenant a lancé sa chaîne YouTube aussi, donc on peut échanger là-dessus. On s'échange des tips des fois, il m'envoie des messages en disant c'est quoi la commande encore pour faire ça, puisqu'on bosse sur le même programme, je lui réponds vite fait, tu dois faire ça, puis tu peux faire ça. Donc c'est chouette, on s'aide à ce niveau-là aussi, quoi. Excellent. Et oui, et sur les réseaux, tu as vu l'impact, parce que sur Instagram, tu as quasiment 100 000 abonnés, ce qui est énorme. Tu l'as ressenti aussi sur les écoutes de tes morceaux et sur l'intérêt des radios pour tes morceaux ? Oui, surtout au niveau des plateformes de streaming, parce que du coup la vidéo qui a buzzé, c'était dans ma voiture et je chantais juste un truc, et donc c'est le morceau qui a vraiment pris un gros pic
sur Deezer, sur Spotify, Apple Music à ce moment-là. Et ça faisait plaisir en fait d'avoir ce retour. En fait, c'était juste un peu après la sortie de l'album qu'il y a eu ce buzz, je crois un mois après, un truc dans le genre. Et c'était marrant en fait que d'un coup, pouf, je passe de... j'avais je crois 9000 abonnés sur Insta, ce qui était déjà correct, à quasi 100 000. Et finalement, j'ai rien changé, j'ai juste une vidéo qui a bien fonctionné, donc j'ai bien géré ma promo. Ouais. Et du coup, pouf, l'album d'un coup avait beaucoup plus d'intérêt, alors qu'il était déjà sorti avant. Enfin, il n'y a rien qui a changé au niveau musical. Et donc, ça m'a fait redescendre aussi bien sur terre en me disant, bah, finalement, enfin, c'est que des chiffres, quoi. Et parce qu'il y a souvent des gens qui étaient là, ouais, tu vas commencer à prendre la grosse tête et tout, t'as plein d'abonnés. Je suis là, ben non, enfin, c'est Insta, quoi. Enfin, Ouais. à nouveau, c'est un business. Et alors, le corallien que vous voyez, oui, ça reste corallien, mais j'essaie quand même de garder une certaine distance entre le corallien de la vie tous les jours et corallien qui est sur les réseaux. C'est important pour moi, étant donné que j'ai gardé mon prénom, mon vrai prénom comme prénom d'artiste, quoi. Mais oui. Mais justement, ouais, comment t'arrives à faire ça? Enfin, t'as vraiment envie de... Enfin, tu veux pas montrer trop de choses de ta vie privée, tu veux que ça reste vraiment focus sur la musique? Ben oui, j'ai montré des éléments des fois un peu cocasses ou des trucs drôles ou quoi, mais je vais pas commencer à me filmer dans ma salle de bain en train de me brosser les dents, quoi. Enfin, ça c'est pas un truc qui m'intéresse. Je suis pas influenceur, je suis musicien et donc oui, je vais des fois m'exprimer face cam et raconter un truc, mais je crois que les gens ils me suivent quand même plus pour la musique. Enfin, j'espère que pour ce que j'ai à raconter. Enfin, je préfère qu'ils écoutent ce que je raconte dans mes textes plutôt que ce que je dis dans mes stories, quoi. Ouais. Et donc j'essaie de quand même laisser une certaine césure. J'ai failli faire tomber ma gourde. Euh, et, euh, et donc voilà, c'était important pour moi pour pas devenir fou, quoi. Parce que bon, à un moment, quand tu gardes ton vrai prénom, ça peut être bizarre aussi. Et avoir, si un jour vraiment il y a un succès énorme, je pense que je devrais encore redéfinir ces lignes. Mais pour le moment, je le fais très bien. Parce que voilà, je suis quelqu'un de très posé dans la vie de tous les jours. Moi, j'apprécie les choses simples. En fait, je suis vraiment quelqu'un qui va apprécier les moments comme ici, les podcasts. Ça pourrait être la même discussion au coin d'un feu, en sirotant une bière, en regardant les étoiles, en philosophant sur la vie. Et j'apprécie les amitiés sincères, les moments riches en émotions, justement, en partage. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais la musique, c'est pour partager tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie et le retransmettre d'une autre manière, quoi. Comme je disais, c'est des émotions, donc quand je compose, c'est le soir ou quand j'ai vraiment un trop-plein, une sorte d'idée comme ça que je macère depuis longtemps, puis là je le sens d'un coup, pouf, ça démarre et à un moment il faut que ça sorte, quoi. Et est-ce que tu as ressenti, enfin, tu as eu des retours de labels ou en tout cas de personnes dans le secteur musical par rapport à justement ce pic sur Instagram, ces vidéos? Oui, oui, tout à fait. En fait, ça réveille quand même pas mal les labels quand il y a... Là, la vidéo a eu 2 millions de vues sur Insta. Ah ouais. Et c'est marrant parce que d'un coup, tout le monde est intéressé, quoi. Et ça prouve quand même que, voilà, les labels, c'est un peu ils sont là pour le buzz, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est chouette parce que moi, j'aimerais bien quand même avoir une équipe qui m'encadre pour encore plus professionnaliser le projet et surtout me décharger un peu parce que ça fait beaucoup là pour le moment, je suis toujours indépendant, mais effectivement ça va réveiller pas mal de labels et on verra jusqu'où ça va évoluer, mais j'espère que la suite il y aura une puissance de frappe en plus, quoi. Évidemment, il faut qu'on s'entende au niveau du contrat, mais voilà, tout ça, moi, je délègue à mon manager, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes. Il y a ce côté, je suis artiste solo, je fais mes maquettes dans ma chambre. Puis j'ai un manager, et donc là je peux enfin déléguer, et ça soulage, et ça permet de se concentrer encore plus sur l'aspect musical et les réseaux. Et puis voilà, le label, là, c'est encore plus étoffé tout ça, et pardon, réfléchir encore plus loin, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu te consacres à 100% à la musique? En fait, je suis en pleine transition parce que j'ai été enseignant jusqu'à l'année passée, donc là ça va bientôt faire 1 an que j'ai arrêté. Ouais. Donc j'ai arrêté en juin 2022. Et en fait, c'est venu un peu naturellement parce que voilà, la personne que je remplaçais revenait et à la base, je pensais peut-être reprendre l'enseignement, mais c'était bizarre parce que finalement, je passais de plus en plus en radio, j'avais mon projet qui commençait à bien fleurir.
Et en même temps, j'avais ce mi-temps dans l'enseignement, donc c'est comme si je cumulais un mi-temps et un temps plein dans ma musique, quoi. Et donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, et je me suis dit, finalement, c'est un peu un coup du destin. Il est temps maintenant que je fasse la musique à temps plein, et puisque l'album arrivait, j'avais encore plus de pain sur la planche, à tous les niveaux, surtout au niveau promo. Et puis finalisation de l'album, la pochette et compagnie, encoder les trucs. Enfin, il y avait des montagnes de travail de tous les côtés, organiser la release, le crowdfunding que j'ai fait. Donc je sentais que ça allait être une année assez complexe. Et donc heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon j'aurais pas réussi, quoi. Parce que je me donne à 100% dans la musique, c'est vraiment mon objectif numéro un. Après, je me donnais autant dans l'enseignement, c'est juste que du coup cumuler les deux, ça aurait été difficile. Et donc là, je suis en pleine transition, en fait. J'espère avoir le statut d'artiste bientôt, j'accumule les prestations, donc c'est un peu le but, c'est d'avoir aussi cette reconnaissance artistique d'un point de vue sociétal, quoi, ne plus être ce cliché humain de l'artiste au chômage qui fout rien, qui fume des joints pendant toute la journée. Non, moi je suis vraiment un artiste passionné, et j'ai jamais autant travaillé sur mon projet depuis que je fais ça à temps plein, quoi. C'est le but ultime de ma vie pour le moment, et donc je m'y consacre à 100%, et ça fait du bien, en fait, de se dire que l'être humain est capable de se donner autant dans un projet, et de le faire aboutir, en fait. Et tu le disais tout à l'heure, justement, le fait d'être touche à tout et de savoir monter ton propre clip vidéo et des choses comme ça, ça aussi, ça a un impact sur l'aspect financier, parce que c'est des dépenses que tu ne dois pas faire si tu peux tout gérer toi-même, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, à la base, ça venait de ça. C'est juste qu'un projet indépendant, c'est moi le producteur financier de tout l'album. Et donc, oui, ça coûte ultra cher, un album. Si on veut rivaliser avec les standards, justement, des gros labels et tout, avoir un truc aussi qualitatif, voilà, il faut mettre le budget. Et donc, même si je fais un maximum moi-même, le studio, ça coûte quand même très cher pour Mixmaster, surtout pour un album, parce qu'il y a beaucoup de titres. Puis il y a l'aspect promo, attaché de presse, clip vidéo. Et donc, l'air de rien, on grimpe très vite, en fait. Donc, disons que ça a évité de dépasser un seuil vraiment énorme, mais ça reste quand même costaud. D'où l'intérêt, en fait, maintenant de pour la suite avoir un label qui va appuyer un peu et pouvoir avancer cette somme. Parce que voilà, c'est fou à quel point ça coûte cher. Après, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien apprendre à mixer et masteriser, mais voilà, c'est pas encore mon domaine. Et puis j'aime bien justement ce côté d'avoir un deuxième regard, en fait, sur là où moi j'ai tiré le morceau le plus loin possible. Il y a Nico Davel qui va dire non, ça on peut faire comme ça, ou le kick là il est pas fameux, on va mettre plus ou moins un son comme ça. Et donc c'est chouette, parce qu'il va rien changer dans la structure, dans ce que moi j'ai fait. Il va garder toutes les pistes, mais j'ai aussi les pistes MIDI, donc juste les notes qui ont été jouées. Donc des fois on se dit juste là on pourrait changer le petit son de synthé par un synthé un peu plus percutant, quoi, ou rajouter un layer. Donc des fois on va changer tout ça, mais moi j'arrive vraiment en studio avec tout qui est bien exporté, bien propre, et le but c'est vraiment d'avancer sur le mix, et généralement, en fait, je prépare tellement bien ça qu'en un jour on a le morceau qui est fini, quoi. Et donc c'est cool, ça va assez vite, effectivement, mais justement tout à mon travail, dû à mon travail en amont, ça évite de prendre 5 jours sur un morceau. Il y a d'autres choses que tu aimerais encore explorer, apprendre par toi-même dans le domaine de la musique ou de la vidéo ou autre? Oui, il y a toujours plein de choses. Justement, la batterie, ça m'amuse beaucoup, en fait. Et donc, j'aimerais bien décomposer, vraiment réussir à groover, quoi, à aller en jam et réussir à suivre vraiment les gens. Je trouve que la batterie a un côté très, très amusant, en fait. Là, je m'amuse à mettre du Michael Jackson à fond de balle sur mes enceintes, et je joue dessus. Et en fait, je passe un trop bon moment, quoi. Je jam avec moi-même, quoi. Et c'est un truc qui me manquait, et je me disais tiens, l'aspect rythmique, j'ai toujours voulu l'explorer, mais j'avais pas nécessairement la place. Là j'ai pas nécessairement la place non plus. Je me suis dit bon, Corélien, c'est un de tes rêves, prends ton rêve, quoi. Et donc ça j'aimerais bien continuer à développer. Et je parlais justement du live avec d'autres musiciens, vu que je suis multi-instrumentiste. Émile qui m'accompagne sait jouer plusieurs instruments aussi. J'aimerais bien à un moment faire un moment dans le concert, quand il y aura un batteur, où on fait une tournante. Et voilà, chacun, on passe d'un instrument à l'autre, et ça pourrait être super drôle, quoi, de faire ça. J'ai plein d'idées. En fait, j'arrête pas d'écrire mes idées, parce que du coup, il y a ces idées musicales, ces textes que je vais écrire dans mes notes.
Mais il y a aussi maintenant l'aspect promo, donc les idées de vidéos TikTok, ou même juste des idées un peu folles, quoi. Et donc j'ai des centaines d'idées là qui sont dans mes notes et que je vais explorer petit à petit. Certaines qui sont faciles à mettre en œuvre, d'autres qui demandent un peu plus de moyens. Et donc j'attends, je me dis qu'à un moment je les mettrai en place, mais voilà, pour moi la vie c'est vraiment un apprentissage, on n'arrête pas d'apprendre, Mhm. même si à un moment, voilà, le cerveau, je crois que c'est à partir de 25, 26, où on aura plus de mal en tout cas à le développer, il y a un moment où il arrête un peu sa croissance, et il y a un moment, oui, on n'est plus comme des enfants qui sont des véritables éponges, Ouais. et ils captent tout, et c'est ultra facile d'apprendre des langues Mhm. en étant gosse, mais voilà, j'adore aussi la musique classique, le piano classique. En fait, j'ai étudié donc à l'IMEP à Namur, et là, j'ai étudié pour être professeur de musique, mais j'avais donc des cours de piano classique et piano pop, enfin piano d'accompagnement, quoi. Et donc ça m'a apporté tout ce bagage justement que j'ai maintenant. Et à la base, le piano classique, c'était des petits morceaux pas trop compliqués, mais j'étais tellement intéressé et passionné que j'ai complètement accroché à Chopin. C'est mon compositeur classique favori. Et justement, il est très très basé sur les émotions. Mhm. Lui essayait justement de retransmettre ces émotions humaines qu'il ressentait, et il a ce côté très très cristallin, et enfin c'est ultra mélancolique Chopin, et la main droite est très chantante en fait, il a ce côté bel canto italien d'opéra en fait, Mhm. et t'as l'impression vraiment que c'est une vraie voix à la main droite, et donc j'ai appris des morceaux, d'abord des nocturnes, puis j'ai joué une polonaise, et après en fait en partant en voyage, parce qu'après mes études je suis parti en voyage aussi parce Ouais. que j'avais envie d'apprendre l'anglais. J'avais tellement bossé le piano que je me suis dit ce serait bête de perdre toutes ces techniques que j'ai Mhm. bossées pendant 3 ans. Et donc je m'étais donné un défi, c'était de prendre une seule partition, la deuxième ballade de Chopin, que je trouvais merveilleuse et qui est assez technique, même si c'était trop compliqué pour moi. Mais voilà, j'avais envie, donc j'ai pris la partition avec, et chaque semaine j'essayais d'aller dans des magasins de piano pour continuer à travailler le piano et Excellent. apprendre en fait quelques mesures du morceau, quoi. Et donc je suis parti pendant 9 mois. Et je crois qu'au septième ou huitième mois, j'avais terminé d'apprendre le morceau, donc j'étais super content. Et donc quand je suis rentré en Belgique, j'ai pu bosser comme un dingue Mhm. le piano en rentrant, c'était marrant. Il y a des gens en fait qui sont des geeks et qui vont passer leur journée en slip devant l'ordi à manger des cornflakes, à regarder des vidéos, à jouer. Ben moi j'avais ça avec le piano quand je me Ouais. réveillais le matin, je me faisais un thé et je jouais en slip devant le piano de 9h à 6h du soir. Et c'était une période assez prolifique. Mais du coup, pour en revenir au côté piano, musique classique, ça c'est un de mes rêves, c'est de continuer à développer tout ça. Euh, J'espère qu'un jour j'aurai la chance de m'acheter un beau Steinway piano à Mhm. queue, parce que enfin, voilà, c'est encore différent au niveau touché que les Ouais, pianos ouais. droits. Et c'est un peu un de mes rêves de pouvoir vraiment encore plus explorer cette musique classique, le jazz, et j'ai un peu un rêve de jouer tout le nocturne de Chopin, parce que je trouve que c'est magnifique, et ça, justement, à nouveau, on en revient au côté émotionnel, ça me fait ressentir plein de choses, quoi. Mhm. Et donc, je trouve ça magnifique de pouvoir jouer une œuvre au piano et que ça te donne les larmes aux yeux. C'est vraiment une musique Ouais, ouais. qui me parle, quoi, Mhm. profondément. Ça parle à mon âme, ça me nourrit. Et donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie de garder ça. Et du coup, j'ai ce rapport à la musique, même au niveau pop, enfin, parce que voilà, je fais de la pop, variété française, et j'aime bien quand même rappeler aux gens que euh, je fais de la pop par choix, et pas Ouais, parce que je ouais. sais pas faire d'autres choses, je Oui, sais jouer oui. plein d'autres choses, je pense être un bon musicien, je suis pas le meilleur, je serai jamais le meilleur, mais je suis pas mauvais non plus. Mhm. Je pense que je connais mes capacités musicales, mais j'aime bien rappeler aux gens que voilà, je fais de la pop vraiment par passion, mais qu'il n'y a pas que ça, et du coup j'ai ce côté un peu solennel aussi de la musique classique que j'essaie un peu de mettre parfois dans la pop. Et justement, je chéris encore plus ces moments de piano-voix et ce côté Mhm. dimension artistique, et j'aime bien aussi mettre des solos dans le live pour montrer aux gens que oui, c'est de la pop, mais on peut donner une tournure différente et amener plein d'influences, qu'elles soient jazz, classique, Mhm. reggae, dans de la musique. Et justement, l'album aussi, il y a un côté un peu roots, reggae sur certains morceaux, manouche, et donc c'est ça, c'est de la pop, mais on peut sortir du truc ultra Ouais, c'est ça. linéaire où t'écoutes l'album et finalement chaque morceau se ressemble. J'avais pas Mhm. envie d'avoir un truc comme ça, quoi. Mhm. Ouais, pourquoi tu veux rappeler aux gens que tu fais de la pop par choix? Enfin, c'est parce que parfois la pop peut être un peu fourre-tout ou être un peu une connotation négative. Ça peut parfois, en fait, surtout quand t'es musicien, en fait, d'un point de Mhm. vue musicien,
jazz et Ah ouais, classique ouais. justement. Mais je crois que justement Angèle en parlait dans ses interviews aussi. Elle disait que voilà, elle avait traîné avec des gens qui détestaient la pop et qui Mhm. étaient là, il y a quatre accords, c'est de la Ah merde, oui, quoi. oui. Et donc, surtout en fait d'un point de vue musicien, Mhm. les gens qui jouent justement des trucs très compliqués et tout, il y en a qui peuvent des fois un peu dénigrer ce côté pop. Mhm. Et justement, moi je trouve que c'est important de dire non, je fais de la pop parce que j'ai envie de faire ça. J'aime cette simplicité, ces quatre accords qui vont sonner super bien. Après, moi je suis un peu mitigé. C'est vrai que euh, j'aime bien quand même amener la musique, je vais pas dire un cran au-dessus, mais moi j'ai pas envie de m'ennuyer en fait en la jouant, Ah j'ai ouais, pas envie de ouais. m'en lasser, j'ai pas envie d'avoir un truc où voilà, je vais le jouer 10 fois puis j'en aurai marre. Et donc, par exemple, M, ben, c'est pas quatre accords en boucle, quand même une différente structure. Voilà, ça reste très pop, ça reste très radio, Mhm. mais c'est un morceau qui module aussi. Euh, Ce qui est marrant, parce qu'on m'avait dit, ouais, le morceau qui module, ça passe plus en radio, des trucs comme ça, c'est un truc qu'on faisait dans les années 80. Et finalement, bah, il a bien tourné en radio, Ah ouais, donc ouais. j'étais là, ah, et toc, tu vois, on peut quand même faire des trucs un peu plus stylés. Et puis la modulation, c'est génial, on va transposer tout le morceau, on va Mhm. passer un ton au-dessus, et donc c'est super amusant, en fait, Mhm. musicalement, ça procure un sentiment d'élévation. Et donc, oui, je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village en disant non, la pop c'est merveilleux et il faut pas dénigrer cette pop, quoi. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai peut-être ce côté un peu puriste aussi de la musique, mais voilà, moi je suis bien dans ce que je fais, mais j'oublie pas du coup mes racines Mhm. et la musique classique. En fait, j'ai retrouvé ce goût de la musique classique avec l'IMEP, mais en fait, ma grand-mère adorait la musique classique. Ah ouais. Et donc, en fait, elle dirigeait les jeunesses musicales du Brabant Wallon. Ouais. Et donc, on allait beaucoup voir l'orchestre à la portée des enfants. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai pu voir un orchestre. J'ai été fasciné, je connaissais tous les noms des instruments. Et du coup, j'ai ce côté classique, en fait, qui est venu naturellement avec toute cette éducation musicale. Et donc, je pense toujours à ma grand-mère quand je fais de la musique. Trop chouette. Et ouais, c'est un beau parcours. Mhm. Et on n'en a pas parlé, mais tu revenais justement sur les radios. Ça t'a fait quoi la première fois que t'as entendu un de tes morceaux à la radio? C'est un instant très 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 intense. C'est assez incroyable en fait ça, quand t'entends l'animateur qui fait «Et c'est Corallien avec son single Ouais. M». Et c'est vrai que la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était d'un coup le petit enfant en moi qui était là, bah, tu vois, c'était possible quoi. Mhm. Et donc ça m'a fort touché en fait. Euh, C'était marrant parce qu'il a quand même fallu un petit bout de temps parce que M passait quand même bien. À un moment, il était dans le tip top de Vivacité, donc il Ouais. passait beaucoup. Et j'écoutais à la radio à chaque fois, je mettais les radios où il passait pour essayer de l'entendre, mais je l'avais jamais entendu. Et ça, il a fallu quand même un bon 2 mois avant que je Ah l'entende, ouais. alors que tous mes potes mettaient des stories en disant ah t'entends Ah et tout. purée. Et donc ouais, première fois qu'il est passé, ça m'a chamboulé vraiment émotionnellement. Oui. Mhm. Et là, est-ce que tu as des prochaines dates de concerts prévues? Enfin, comment t'envisages la suite, vraiment au niveau des concerts, des festivals, etc. Ben, j'ai eu mes premières dates à Paris. Mhm. Donc, enfin, j'ai une date à Paris suivie d'une date à Versailles dans un festival. Et donc pour moi, c'est quand même assez dingue de enfin s'exporter vers la France. Ouais. Donc rien que le fait d'être contacté comme ça de manière, j'avais pas de booker à ce moment-là. Ah ouais. Et donc c'est juste des gens qui m'ont suivi sur les réseaux, qui sont tombés sur ce que je faisais, et qui ont été touchés, et qui ont aimé. Et donc bah, c'est très agréable en fait de pouvoir enfin se dire, bah, c'est le petit Belge qui Mhm. s'en va de son pays et qui peut enfin éclore. Ouais. Trop gai. Et donc il y a ça, j'ai eu ces dates en France. Je vais avoir aussi des concerts en Belgique, évidemment. J'ai un concert aux Fêtes de la musique le 24 à Villers-la-Ville. Mhm. Bah, justement, il y aura Doria Day qui est passée ici aussi. Ouais. Elle joue juste après moi, ce sera l'occasion de la revoir. Et le 25, je joue donc le lendemain à Cour-Saint-Étienne, au parc à Mitraille. C'est pour l'Unisound, ça s'appelle. C'est un Ah oui. festival accessible aux personnes handicapées. Mhm. Donc le projet est super cool. Et j'ai encore d'autres dates. J'en ai encore une à Perouet, je crois, le 15. Voilà, je les connais pas toutes par cœur. Ah oui, il y en a une aussi le 1er juillet. Help Animals, Mhm. à Rêve Bivouac à Wavre. Donc ça c'est cool, c'est pour la cause animale, quoi. Mhm. Donc ça me touche tout particulièrement. Et donc voilà, il y a plusieurs dates, il faudra aller voir sur les réseaux, mais, Mhm. mais tout est décrit là. Ouais, super. Oui, ça c'est aussi un truc que tu fais. Enfin, comment tu fonctionnes en fait pour les dates de concert? C'est vraiment quelque chose que tu établis avec ton manager
Ou avec un booker, ou comment ça se passe? Puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas de booker, donc c'était Boris, donc mon manager, Mhm. qui devait gérer ça. Donc à chaque fois, j'avais des mails, je lui transmettais, et lui ensuite faisait les négociations et tout. Donc ça, c'était un soulagement aussi pour moi. Ouais. Euh, et maintenant, là, on vient de commencer à travailler avec un booker, mais voilà, c'est que les débuts, donc on Mhm. verra comment ça va se passer. Mais ça va aussi me soulager, Boris aussi, on sera beaucoup plus organisé, quoi, parce que, enfin, Mhm. tu dois le savoir, mais le milieu de la musique, chacun a sa casquette, quoi. Et donc, Ouais, ouais. c'est plus facile quand, justement, chacun a son rôle et ça, c'est un Mhm. engrenage, et là, du coup, tout roule. Donc, on va être beaucoup plus prolifique, plus efficace aussi. Mais moi, je dis toujours oui au concert, du moment qu'il y a un cachet décent quand même, parce que voilà, Mhm. il faut pouvoir en vivre. Ouais, ouais. Et donc, mais j'adore être sur scène et je trouve que c'est un moment qui prend beaucoup de sens en fait. Mhm. Et justement, vu qu'il y a ce côté réseau et tout, je pense que je suis pas du tout le même sur scène que sur les réseaux. Donc, venez me voir en concert, quoi. C'est beaucoup plus chouette, c'est plus vivant. Et, euh, et en plus, je fais des exclusivités. On le disait tout à l'heure, tu me posais la question de si j'avais changé des paroles de Ouais, certains ouais, ouais. morceaux. Et il y a un morceau que je joue, en fait, un de mes premiers morceaux aussi, qui s'appelle Suis-moi, qui est un piano-voix que j'aime bien jouer justement parce qu'il n'est pas encore sorti. Et j'aime bien retourner à ce côté très basique du piano-voix, comment j'ai composé le morceau à la Mhm. base. Et donc je le joue durant les concerts. Et c'est un morceau que les gens aiment beaucoup en fait. Et c'est chouette parce que je l'ai composé, j'avais 16 ans je crois, ou même, non, même plus jeune, je crois 15 ans. Et j'ai rien changé à Ah ce ouais, c'est morceau. fou. Et il touche vraiment les gens. Et c'est là que je me dis que c'est cool parce que c'est c'est comme si j'étais un peu destiné, entre guillemets, à être artiste. C'est que j'avais déjà. Enfin, quand je réécoute ce texte, il me parle toujours autant. Et donc, j'avais déjà une plume assez mature à Mhm. cet âge-là. Puisque j'écoutais beaucoup justement des trucs Michel Berger, Paul Ouais, Naref ouais. et les vieux de la chanson française, et aussi Calogero, Obispo, et toutes ces musiques justement un peu plus dans l'émotion, dans les Mhm. sentiments, et quand même assez bien écrites, avec des belles rimes et tout. C'était un peu mes sources d'inspiration, et donc mes standards c'était ça, et donc je remodifiais le texte jusqu'à avoir un truc aussi parlant. Et du coup, voilà, ça m'a amené un truc où je devais pas trop modifier ces chansons, et c'est cool en fait de se dire que le choralien de 16 ans, qui maintenant a 10 ans de plus, arrive à chanter ce morceau Mhm. À fond. avec la même sincérité et que ça touche les gens alors que j'ai rien modifié, quoi. Ouais, ouais. Et donc ça, je crois que c'est le petit gosse de 16 ans qui se dit oh bah cool, ça fait plaisir quand même. Et ça doit te faire trop du bien, en fait, de voir les réactions des gens. Parce que oui, une vidéo, elle va fonctionner sur les réseaux sociaux, tu vas Mhm. avoir des likes, des vues, etc. Ouais. Mais vivre ça avec les gens, c'est quand même très différent, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Surtout l'après-concert, quoi, quand les gens viennent acheter un album ou juste Mhm. dire qu'ils ont passé un bon moment ou un mauvais moment, ça peut aussi, hein. Il y a des gens qui vont pas aimer ce que je fais. Mais généralement, ils viennent pas me trouver, alors tant mieux, comme ça, Mhm. je reste sur du positif. Après, je suis toujours ouvert aux critiques. Je trouve que ça permet d'évoluer. Mhm. Mais c'est vrai que le retour des gens est toujours un véritable nectar, quoi. Ça fait un bien fou. Et c'est chouette parce que justement, quand je fais ces pianos-voix, ces moments un peu plus suspendus dans le temps, où là, il y a juste un piano et une voix, Mhm. c'est souvent ce qui va le plus toucher les gens, en fait. Beaucoup de gens qui viennent me trouver en disant, ouais, t'as décroché quand même quelques larmes, et ça fait plaisir parce que ça donne encore plus de sens. Tu te dis, finalement, moi, c'est des morceaux que j'ai composés dans ces états-là. C'est des morceaux où voilà, j'avais des choses sur le cœur et je voulais les transmettre. Et tu fixes ça dans une sorte de capsule d'émotion musicale et puis tu la ressors quand tu veux. Et Mhm. c'est fou, quoi. C'est incroyable. Trop gay. On a cette capacité maintenant d'enregistrer là où avant, c'était la partition. Justement, Chopin, par Ouais. exemple, il a tout fixé avec des nuances, enfin, les partitions, c'est un langage codé très très précis qui permet maintenant de jouer toutes ces œuvres qui n'ont pas été enregistrées à l'époque parce que voilà, il n'y avait pas de quoi enregistrer. Et maintenant, on a cette capacité de capturer tout ce qu'on veut avec notre Mhm. téléphone et tout, et c'est incroyable, quoi. Et donc c'est chouette de pouvoir soit le faire écouter, soit le jouer en live, Mhm. et là ça prend tout son sens. Comment tu vois les prochains mois, les prochaines semaines? Les prochaines semaines, ça va être beaucoup de concerts, et donc je suis très content avec l'été et tout, ça va me faire du bien, parce que je me sens 100% moi sur scène. Mhm. Mon rêve, ce serait voilà, de jouer toutes les semaines, quoi, vraiment un maximum de concerts, ça me rend heureux. J'aime bien euh, tout le côté organisationnel aussi autour, les festivals, la rencontre des gens, et puis j'aime bien l'équipe qui m'entoure, Mhm. les gens avec qui je bosse, donc Émile, Laurent Matou qui fait le son, Boris du coup qui est toujours là Ouais. pour les dates, donc toujours agréable de les revoir.
on balance des blagues, on s'amuse bien, donc voilà, ça va être beaucoup de musique. Je vais continuer à composer, parce que j'ai encore des maquettes qui sont occupées d'évoluer. Et donc voilà, préparer la suite. Continuer à apprendre aussi. Jouer beaucoup de batterie, à mon avis, pendant l'été. Essayer de faire quelques jams, parce que ça me nourrit beaucoup aussi. Et voilà, continuer à vivre et savourer des doux moments avec des gens que j'aime. Voir ma famille. Voilà, les plaisirs simples de la vie sont toujours les meilleurs. Trop bien. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? C'est une très bonne question, ça. Mais pour pas dire n'importe quoi, je vais quand même réfléchir un petit peu. Tu peux prendre le temps. Qu'est-ce qu'elle n'ai pas encore osé faire ? Mais ça dépend en fait, parce qu'il y a des trucs que j'oserais faire, mais voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de les faire, parce que voilà, ça viendra peut-être plus tard dans ma carrière. Mais donc c'est ça, est-ce que je peux... Est-ce que c'est du coup une limite que moi je me mets, ou bien une limite... Plus une limite que toi tu te mets, ouais. Je vais peut-être réfléchir un peu longtemps aussi. T'inquiète. Une limite que moi je me mets. Mais en fait, j'ai rien qui me vient, parce que je suis quelqu'un qui va pas se mettre de limites en fait. Et par exemple, je disais tout à l'heure que j'étais parti en voyage, c'était, je m'étais dit waouh, ça va faire peur, tu connais pas l'anglais, tu sais pas péter un mot d'anglais, tu vas partir tout seul comme ça pendant 9 mois avec une guitare. Et je me suis un peu auto-boosté en disant tu vas le faire. Et j'aime bien en fait les petits challenges. Et du coup, en fait, j'essaie toujours de faire ce que j'ai envie de faire. Mais donc pour le moment, je crois que j'ai un peu tous les rêves qui étaient accessibles, je les ai faits. Et évidemment, il y en a d'autres, par exemple. Mais là, du coup, c'est plus des limites. J'aimerais bien jouer des concerts devant 20 000 personnes et vraiment avoir une foule qui chante mes morceaux. Mais voilà, ça, je pense que c'est un rêve. C'est de l'ordre du rêve, mais finalement, ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient peut-être qu'à un peu de chance. Et si ça tombe, ça n'arrivera jamais. Mais voilà, si ça arrive, ce sera génial. Mais en attendant, non, les rêves que j'avais, je continue à les faire aboutir petit à petit. Mais du coup, je suis en plein rêve aussi, parce que c'est incroyable ce qui m'arrive. Je suis très très heureux de ce qui se passe. Et je suis occupé de construire ce rêve en fait. Je suis occupé de mettre toutes mes cartes sur table. Je disais, je bosse à fond sur ce projet parce que c'est le projet d'une vie. Et peut-être que ça va prendre 30 ans, 5 ans, 2 ans, 20 ans. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais il y a cette possibilité que ça fonctionne vraiment. Donc on verra. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question du coup. Si, c'est très très bien. Merci beaucoup Corallien. Merci à toi pour l'invitation, c'était magique. Merci Corallien d'avoir accepté mon invitation. Tous les liens pour le découvrir se trouvent dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur la plateforme que vous utilisez pour écouter. Et puis, abonnez-vous à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est aussi possible via Patreon et KissKissBankBank. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.